Bonsoir. Alors merci d'être venu. Je vais passer la parole à Alexandra Pignol qui va vous expliquer un peu ce dont il s'agit et puis ensuite je reprendrai la parole. C'est bien. Eh bien, bonsoir et bienvenue. Je suis très heureuse que vous soyez venus malgré l'heure tardive et les multiples soucis de mémoire que vous avez. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour cette table ronde. Je vous raconte un peu le contexte dans lequel toute cette histoire, bonsoir, toute cette histoire a commencé. On a eu écho de la part de l'université, il y a environ 1 an et demi, du projet de célébrer le cinquantenaire du droit à la ville de Lefebvre. Henri Lefebvre, comme vous le savez, a enseigné à Strasbourg. Et c'était le moment aussi de peut-être poser la question de l'endroit où se trouvait Lefebvre. On l'a souvent rangé dans le champ de la sociologie, de l'anthropologie, là où finalement il a eu des écrits philosophiques, des écrits sur la question urbaine qu'on a rangés parmi des écrits marxistes qu'ils n'étaient pas. Donc Lefebvre est quelqu'un qui est atypique, intéressant, et l'université de Strasbourg nous avait sollicité pour participer au montage d'un projet assez ambitieux qui devait se dérouler sur l'ensemble de l'année universitaire 2018-2019 et qui devait s'achever par le colloque d'ailleurs qui a eu lieu il y a un peu moins d'1 mois de cela. Donc cette nébuleuse autour de Lefebvre s'est appelée Prendre place. Il se trouve qu'on a bien sûr collaboré avec l'université, mais on a décidé de s'approprier cette problématique et de la faire spécifique pour l'école d'architecture de Strasbourg. Donc de renommer aussi les enjeux qui étaient peut-être plus spécifiques ici à l'école d'architecture dans la question de l'art, de l'urbain et de l'architectural. C'est dans ce contexte-là qu'on a décidé de renommer l'événement Capter la ville. Et ça se déroule en 2 temps. Le premier temps, c'est ce soir. Première table ronde qui restitue et qui questionne et qui présente aussi les résultats des workshops de la semaine intensive d'art. Ce qu'on a déjà eu l'occasion de faire lors du colloque Prendre place avec Mathieu, puisqu'on a pu discuter avec les personnes de l'université pour montrer un peu nos approches spécifiques. Et puis la deuxième partie de cette captation de la ville va avoir lieu au syndicat potentiel dans 15 jours, sous la forme d'une deuxième table ronde, cette fois-ci autour des pratiques urbaines contemporaines, du projet porté par Anne Jory-Guibéry et par Camille Agege, de la captation des circulations, des communications dans cette ville qui s'appelle Grigny et qui est très connue dans la région parisienne pour avoir un taux de chômage très très élevé, le plus élevé de France concernant le taux de chômage des jeunes gens, et pour avoir des problématiques sociétales et sociales et économiques assez complexes. Cette table ronde sera ensuite suivie par l'événement festif du vernissage de l'expo qui restitue à la fois les éléments des workshops et puis les éléments de réflexion de plusieurs personnalités avec lesquelles on a collaboré pour cette expo, dont l'un des membres fondateurs de Stalker, du groupe Stalker, donc Francesco Carreri, qui m'a validé toutes les choses qu'on pouvait montrer, et puis d'autres personnalités, évidemment toutes célèbres et connues du monde de l'art, de l'architecture, de l'urbain. Le principe est de montrer non pas des choses qui sont abouties ou terminées, mais de montrer un processus en cours, de montrer comment on fait, comment on pratique les choses, et comment on collecte, comment on archive, comment on capte de manière formelle, informelle, sous la forme de cartographie, sous la forme d'outils qui sont spécifiques aux architectes, aux urbanistes, mais aussi sous la forme d'outils qui sont peut-être plus informels, captation de son, captation d'images furtives, captation de sensations, captation au travers d'une expérience et d'une prise de risque face à l'expérience urbaine. Voilà. Et donc ce soir, nous accueillons avec une grande joie Manola Antonioli,
Je te présente? Non, tu vas te présenter toute seule? Non, je me présente. Tu te présentes, c'est parfait. Je te présente. Manola, ce sera informel. Manola Antonioli, qui travaille à l'école d'architecture de la Villette, qui est philosophe de formation, qui a été formé par Jacques Derrida, qui a beaucoup travaillé sur des questions qui sont assez proches de Gilles Deleuze, de Félix Guattari. Elle convoque d'ailleurs dans ses ouvrages très régulièrement Deleuze pour questionner, pour déconstruire, pour subvertir toutes les catégorisations qu'on peut avoir de manière un peu simpliste quand on questionne l'institution, quand on questionne les pratiques, quand on questionne même l'environnement de pensée. Et moi, j'ai rencontré Manola au cours de la construction du colloque Zimmel qui avait eu lieu ici même et à Paris il y a un an de cela, 1 an et demi. C'est plus un an. Un an et demi. Et pourquoi Manola? Eh bien, parce que la guérilla urbaine, ça la connaît. Elle a eu l'occasion de publier un ouvrage en 2015 sur les pratiques urbaines qui vont des gens qui sont héritiers des situationnistes en passant par des pratiques plus contemporaines. Et là, encore une fois, toujours dans cette idée qui, je crois, nous est chère pour la captation de la ville, de mélanger la relation entre eux et les pratiques et les constructions communes possibles entre les artistes, les philosophes, les architectes, les urbanistes, les sociologues, bref, de créer un mélange qui permet peut-être d'attraper des choses qui semblent méthodologiquement incomplètes ou peut-être pas aussi rigoureuses que des champs disciplinaires bien définis, mais qui est certainement plus intéressante du point de vue de cette captation peut-être moins évidente d'une ville en devenir ou en construction ou en plein processus. Voilà, donc maintenant je vais vous céder la parole. Je ne vous présente pas Mathieu puisque vous le connaissez déjà. Mathieu, avec Antonio Gallego, on menait avec brio la semaine intensive d'art cette année comme les années précédentes. Alors ce qu'on a tous les trois en commun, c'est certainement de questionner là quelque chose qui se trouve à la frontière de l'architectural, de l'artistique, puisqu'évidemment on questionne les disciplines sans forcément prendre position dans une discipline donnée, sans dire voilà les artistes ont raison, les philosophes ont raison. On va essayer de croiser les pratiques des uns et des autres. Alors on commencera tout à l'heure avec Manola qui va peut-être nous montrer quels sont les contextes de ces subversions urbaines possibles, et puis Mathieu nous parlera évidemment des semaines intensives d'art, de ce qui s'y est construit, de ce qui s'y est montré. Et puis après, on va échanger tous ensemble. Moi, normalement, là, j'ai pris longtemps la parole, mais normalement, je ne parle pas beaucoup ce soir. Donc, je commence peut-être. Je vais vous mettre dans la... Ce sera effectivement très informel parce que je vais un peu vous raconter ce que je fais et ce que j'ai fait et ce que je continue de faire dans le domaine que Alexandra vient de... Tu les mets dans le noir? Donc, je vais vous raconter à peu près ce que j'ai fait ces dernières années au niveau de la pédagogie et aussi au niveau de projets de recherche, de publication, exactement dans le domaine que Alexandra a évoqué. C'est-à-dire qu'on est plusieurs, même si on n'est pas du tout majeur au sens de majoritaire, mais on est plusieurs, très nombreux, que ce soit des philosophes, des artistes, des architectes, des designers d'espace, etc. Dans les écoles d'architecture, on a tendance à oublier le design, qui est associé à l'architecture dans toutes les autres écoles d'architecture du reste du monde. En France, les deux domaines ont été séparés, mais c'est fort dommage parce que, notamment dans le design d'espace, il y aurait beaucoup de contacts possibles entre les recherches des jeunes architectes et les recherches des jeunes designers. Et donc, j'ai toujours eu, maintenant ça fait une dizaine d'années que je suis en train de monter des projets qui sont à la fois justement des projets de recherche et pédagogiques,
qui tourne autour de cette manière qu'on a d'essayer de saisir ce qui se passe de nouveau dans la ville, au-delà des pratiques institutionnelles bien connues ou de l'aménagement urbain classique, entre les dynamiques créées par les habitants, les dynamiques créées par les artistes, les philosophes, les sociologues, les designers et les groupes à mi-chemin entre l'architecture et l'art, qu'Alexandra a évoqué, notamment avec le travail de Stalker de Francesco Carreri. Donc, j'étais d'abord à l'école d'architecture, pas d'architecture, d'art et de design de Dijon, où effectivement, dans la section design d'espace, on a pu, pendant 2 ans, une petite parenthèse de 2 ans, qui a pris fin avec un changement de direction, comme c'est le cas souvent dans les écoles. La personne qui est arrivée préférait un art de galerie, si je peux dire ça, et donc on n'avait rien à faire de toutes nos expérimentations politiquement engagées, militantes, etc. Mais les 2-3 ans où ça a duré, ça a été un travail extrêmement enrichissant qui s'est appelé Laboratoire de recherche urbaine, et dans lequel, effectivement, on a pu faire venir, sous forme de workshop, enseignement, conférence, un tas de personnes, dont Francesco, qui est venu plusieurs fois travailler avec les étudiants. Et à la fin, on a eu même les moyens pour faire une publication, qui est cet ouvrage dont parlait Alexandra tout à l'heure, qui est Machine de guerre urbaine, qui restituait un peu ce que ce travail de 2-3 ans avait pu produire au niveau de la pédagogie, parce que ça a alimenté de façon, je trouve, tout à fait intéressante les recherches des étudiants, qui se sont, effectivement, que ce soit au niveau des mémoires, que ce soit au niveau du projet, les étudiants s'en sont emparés d'une façon absolument passionnante pour nous et pour eux, je pense. Et ils ont pu vraiment travailler collectivement autour de ces questions pendant un certain temps. Après, on a demandé des interventions d'artistes, de jeunes engagés notamment à Paris dans la guérilla jardinière, donc extrêmement militants et très souvent chassés des territoires qu'ils arrivaient à occuper, notamment par la SNCF. Donc on a réussi à faire ce livre et à le publier en collaboration avec le Centre d'art de l'École d'architecture de Versailles, qui a la spécificité d'être le seul centre d'art vraiment intégré dans une école d'architecture, même si cela provoque toujours des difficultés institutionnelles, de communication, etc. Mais la réalité, c'est que ce centre d'art, il peut vraiment participer, à vocation, à participer aux activités pédagogiques et à faire une programmation en lien avec ce qui se fait à l'école. Donc, notamment beaucoup de choses qui concernent la manière dont les artistes s'emparent de la question urbaine et de l'architecture. Donc, ils ont une programmation extrêmement passionnante à ce sujet. Ensuite, je suis passée à l'école d'architecture de la Villette, dans laquelle j'ai mis en place avec une collègue architecte un séminaire de master consacré aux nouvelles pratiques politiques et esthétiques dans la ville. Donc là aussi, on a pu travailler de façon tout à fait passionnante avec les étudiants, mais pas du tout avec l'institution, parce que dans l'école d'architecture de la Villette, la ville ne les intéresse qu'en fonction des appels à concours de la ville de Paris. Je ne sais pas si vous avez ce truc magnifique à Strasbourg, mais à Paris, depuis une dizaine d'années, il y a des sublimes appels à concours qui s'appellent Réinventer Paris, Réinventer les places, qui ont comme spécificité le fait de demander à des jeunes artistes, designers, etc., de proposer des projets, de se trouver un financeur et donc d'avoir la permission de la ville de travailler sans budget. Par contre, il existe un budget pour que des pauvres doctorants issus d'écoles d'architecture aillent faire du secrétariat pour ces personnes. Et donc, les équipes de recherche de la Villette vivent de ce business. Et donc, il n'y a pas de recherche dans cette école. Voilà, c'est le constat final. Donc, je suis allée travailler ailleurs. Et j'ai eu notamment la chance d'aller travailler avec des sociologues au CNAM, sociologues du travail, qui mènent depuis maintenant 2005 ou 2006 une recherche passionnante sur tout ce qui est Fab Lab, Hackerspace, donc tous les ateliers de fabrication, mais au-delà de la vision un peu
publicitaire, marketing, des lieux dans lesquels on a des imprimantes 3D, on fabrique des bonhommes de Star Wars, mais en essayant effectivement de comprendre du point de vue de la sociologie du travail des choses différentes, c'est-à-dire à la fois comment ces lieux s'ouvraient ou s'ouvraient pas sur le territoire environnant, que ce soit dans un milieu urbain ou un milieu rural, et quelles étaient les populations qui les fréquentaient, et comment, dans ces lieux, ce qui se remettait en question, c'était une nouvelle manière de faire. Une nouvelle manière de faire qui concerne à la fois les gens qui vont pour fabriquer, les designers qui vont pour produire leurs prototypes, les artistes qui s'en servent aussi de façon diverse et variée. Donc, comment des communautés se sont créées autour du fer et dans des versions qui sont à la fois très high-tech, c'est celles qu'on connaît, les imprimantes 3D, etc. Mais les versions les plus passionnantes, à mon avis, ce sont les versions low-tech. Hein. Comment on réapprend à construire du mobilier urbain, à cuisiner ensemble, à coudre, je ne sais pas. Tout un tas de choses que moi, je ne sais absolument pas faire, mais que j'ai beaucoup observé. Et d'ailleurs, ce sont des ouvrages il y a un ouvrage que je vous conseille, au moins deux que je vous conseille. Le premier qui est de Michel Lallemand, qui est un de ces sociologues, qui a écrit un très beau livre qui s'intitule L'âge du fer, fer F-I-R-E. Et après, tout le groupe de sociologues en question a publié un autre livre assez génial qui s'intitule Making, et qui est au Makers, je ne sais pas, et qui est la cartographie de tout ce qui se produit dans ce domaine au niveau français avec des ouvertures sur l'international. Donc c'est un travail tout à fait passionnant dont je m'étonne toujours qu'il n'ait aucun écho dans les écoles d'architecture et en Syrie. Hein. Je suis toujours assez sidérée. Moi, j'espère que vous avez plus de chance. Moi, je vous parle de mon point de vue. L'ouverture des thèmes de recherche est pratiquement inexistante. De mon côté, c'est zone inondable, transition numérique et quoi d'autre? Zone inondable, transition numérique et autre chose. Ils sont tous en transition. Hein. Transition numérique, transition écologique. Transitent beaucoup, mais ils ne produisent rien. Donc, et notamment des questions qui sont extrêmement d'actualité, la façon dont la ville voit se multiplier des ateliers de fabrication, ce n'est pas un geste anodin, je veux dire. C'est soudainement, on voit des gens qui se mettent à fabriquer, ou encore à faire pousser des potagers, des jardins partagés, etc. Ce ne sont pas des phénomènes anodins, ce sont des phénomènes dans lesquels à 80%, les personnes engagées sont des jeunes architectes, mais l'institution école d'architecture n'en a rien à faire, il continue. Ah oui, il y a logement, transition écologique et transition numérique, point. Comme disaient mes étudiants, madame, on nous fait faire des boîtes. Et donc, ça, c'est un aspect du problème. Et depuis l'année dernière, ce que j'ai essayé de faire, je le fais, et je trouve que ça peut se prolonger, ça va être assez intéressant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du site des Grands Voisins à Paris, qui a été un des tiers-lieux les plus... qui a eu le plus de succès aussi de public, institutionnel, etc., dont on a beaucoup parlé. Et moi, j'ai essayé, et qui petit à petit, il a été ouvert au public en 2014-2015, toujours de façon temporaire, parce que de toute façon, la mairie de Paris avait prévu de mettre sur les mêmes lieux un écoquartier, de luxe d'ailleurs, et le projet est toujours resté. Mais entre-temps, il y a eu... ces lieux ont été donnés, il y a eu une sorte de contrat qui a permis aux gens, à des associations, d'occuper ces lieux, de les gérer sur une période qui devait être une période de 6 mois, d'un an, etc., mais qui s'est prolongée de plus en plus. Donc normalement, la fin de l'expérience est 2020, mais du coup, ce n'est pas une expérience de 6 mois comme elle pouvait l'être au départ, c'est une expérience de 6 ans. Ce qui veut dire qu'on doit mettre en place tout un tas de structures qui ne sont pas simplement des meubles en bois et des chaises en plastique, mais c'est toute une organisation très fine qui s'est mise en place. Alors, ce que j'ai découvert, que je ne savais absolument pas, mais je pense que de l'extérieur, on ne le sait pas, c'est que la première structure qui a eu en gestion ce lieu, ce n'est pas un collectif très chic de jeunes urbanistes, mais c'est Aurore. Aurore étant une association qui existe depuis la fin du 19e siècle, et qui héberge des personnes en très grande précarité,
Et notamment, dans le site des Grands Voisins, ils ont mis en place aussi un accueil de jour pour étrangers, réfugiés, qui les accompagnent dans leur démarche, qui essayent plus ou moins d'éviter qu'ils se retrouvent dans le désarroi le plus total. Et c'est Aurore, donc sur le site des Grands Voisins, en même temps que les habitants très chics et très bobos du quartier en trottinette électrique, il y a des gens qui sont dans des situations vraiment limites. Et ce qui est assez fascinant, c'est que, contrairement à ce que je pensais, en allant regarder de près sur les lieux, il y a des contacts qui se font. Ce n'est pas du tout deux publics séparés. Tout est fait pour que ces deux publics se rencontrent réellement. Ne fût-ce que parce que les gens qui sont en insertion professionnelle vont travailler dans le restaurant, vont travailler dans les commerces sur place, etc. Et donc, il se trouve qu'une réelle circulation se produit. L'aspect beaucoup moins passionnant à mes yeux, c'est que les deux autres structures associées, c'est Yes We Camp et comment ça s'appelle, Plateau Urbain, qui sont des collectifs, ne sont plus des collectifs. Maintenant, ils s'appellent plateformes ou associations, etc. À l'origine, ils s'appelaient collectifs, qui sont des structures qui, au départ, étaient composées pour la plupart de bénévoles, et notamment de jeunes architectes, designers, artistes, qui voulaient œuvrer, effectivement, pour des formes d'appropriation de l'espace urbain. Et progressivement, ils ont intégré des diplômés d'écoles de commerce, ils se sont professionnalisés, et ils en sont actuellement à vouloir ouvrir carrément un master d'urbanisme temporaire professionnalisant. Et c'est les mêmes gens qui, quand on leur demande « mais pourquoi vous n'avez pas essayé de négocier avec la mairie le fait de rester, de faire des choses plus longues que le simple urbanisme temporel ?» nous répondent « mais si nous, on se met en conflit avec les institutions, on n'aura jamais plus de lieu où aller. Et nous, c'est qu'on veut, c'est passer d'un lieu à un autre et se professionnaliser en ce sens. » Qui collaborent avec les pires des promoteurs, etc. Donc, on a fait un séminaire qui a duré 1 an, mais qui va se prolonger, mais en travaillant surtout avec Aurore. Et c'est les mêmes gens qui ont participé à la Biennale de Venise d'architecture, la dernière édition, avec un pavillon que je trouve personnellement assez insignifiant, qui s'appelle Lieu Infini, et qui a donné lieu aussi à une publication tout autant insignifiante, mais qui a coûté beaucoup de centaines de milliers d'euros. Donc c'est pour montrer que toutes ces démarches d'appropriation, de reconquête de la ville, etc., qui ont un sens, je pense, qui est à la fois artistique, politique, philosophique, pour plein de questions, pédagogiques essentiellement, parce que passer par ces expériences pourrait aussi permettre de changer profondément la pédagogie dans les écoles d'architecture, de design, d'art, etc., sont en train en même temps de devenir des voies, comment on peut dire, de vente de jeunes aux promoteurs, un peu comme d'autres. Donc ce sont des phénomènes extrêmement ambivalents, d'où l'intérêt d'aller les observer de façon très précise et pas simplement de l'extérieur. L'autre question que je pense Alexandra avait évoquée, qui me paraît tout à fait intéressante, c'est que quand on va regarder de près ces expériences, celles qu'on trouve les plus intéressantes comme celles qu'on trouve les moins intéressantes, mais ce sont des choses relativement récentes, parce que tout ça date en réalité du début, même si les prémices sont dans les années 70, donc ce n'est pas par hasard que Lefebvre est mobilisé. Quand vous allez parler avec les jeunes en question et que vous leur demandez quelles sont les références culturelles, certains vous répondent aucune. Et ils sont très nombreux, et c'est un peu désespérant. Ceux les plus passionnants, les plus intelligents, avec qui on a beaucoup de choses à dire, indépendamment de leur formation, même s'ils sont autodidactes, c'est rare, parce qu'en général, il faut considérer que la population de ces lieux, qu'on appelle globalement tiers-lieux, même si à la Biennale de Venise, pour faire plus chic, on a voulu les appeler lieux infinis, c'est une population essentiellement d'hommes, d'âge compris entre 30 et 40 ans, et qui sont tous surdiplômés. Donc c'est très rare de trouver, il y a peu de filles, et c'est très rare de trouver des gens pas diplômés. Comme vous le savez, être diplômé n'est pas équivalent d'être cultivé. Donc, beaucoup vous répondent qu'ils n'ont aucune référence culturelle, qu'ils expérimentent, ils fabriquent, ils font des événements. Ceux qui vous citent leurs références culturelles, les lectures qui les ont nourries, on retrouve systématiquement Henri Lefebvre,
qui a été oublié dans l'université française pendant, comme tous les grands penseurs français, le seul lieu au monde dans lequel on n'étudie pas la philosophie française, c'est Paris, parce qu'en Amérique latine, à Lefebvre, on a toujours travaillé. Et là, on le redécouvre. C'est quelqu'un comme Yona Friedman, hein, qui maintenant a 95 ans, il est très sympathique, mais il est sourd, il a du mal à se déplacer, donc on ne peut pas le solliciter trop souvent, on essaye, c'est limite. Et ce sont toutes les expériences des années 70 de l'architecture dite radicale, donc les super studios, Global Tools, etc. en Italie, mais aussi Archigram et d'autres expériences de ce genre, qui ont effectivement déjà comme caractéristique le fait de mettre ensemble des démarches artistiques, des démarches qu'on appellerait aujourd'hui de design urbain, des démarches politico-sociales et des démarches liées à l'architecture et à l'urbanisme, ne fût-ce que parce que 90% d'eux étaient architectes. Je veux dire, même quand apparemment ils faisaient autre chose que de l'architecture, ils le disaient, ils l'écrivaient, ils l'affirmaient, ils faisaient tout le temps de l'architecture. C'est sûr qu'ils ne construisaient pas de boîtes, hein. C'était pas tellement leur activité principale. Et donc, on a, avec Étienne notamment, qui est un jeune architecte et professeur, qui a fondé lui-même un collectif qui s'appelle Il n'y a plus qu'à, on est en train de s'interroger pas mal en ce moment sur ce retour des radicalités au sens architectural, au sens artistique, et aussi au sens de la pédagogie, hein, parce que vous avez tout le courant qui se réclame d'une pédagogie radicale. Donc on va revenir à ce terme de radical et radicalité. On n'arrive pas à comprendre dans quel est le déplacement qui s'opère, hein, parce que bien sûr, quand il y a une réappropriation, il y a un déplacement aussi de sens qui s'opère. Et pour ceux qu'on est en train de comprendre, malheureusement, le déplacement qui s'opère, c'est qu'on retrouve les gestes de cette radicalité totalement dépourvus du contenu politique, social qu'ils avaient à l'origine. Ce n'est pas toujours le cas, hein, mais c'est le cas, effectivement, dans les démarches, dans beaucoup de démarches. Hein. Donc, on essaie effectivement de comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. Et l'autre élément qu'on a compris, on croit avoir compris, parce que ce sont des recherches en cours, hein, tout le temps, c'est effectivement, c'est sur quoi on était parti, c'est-à-dire la centralité de ces démarches pour construire une pédagogie en école d'architecture, en école d'art. Et je trouve qu'en ce moment, c'est beaucoup plus facile de le faire en école d'art que de le faire en école d'architecture. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Oui, parce qu'en école d'architecture, il y a les architectes. Et parfois, c'est un obstacle. Au moins une certaine génération d'architectes qui continuent à donner des cours sur le Corbusier. Je ne sais pas si vous êtes aussi affligés par ce fléau, mais à la Villette, c'est le cas. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que au-delà, que ce soit l'université, que ce soit les écoles d'architecture et que ce soit les écoles d'art, tout le monde vous parlera de transdisciplinarité. Mais quand vous essayez de la pratiquer, la transdisciplinarité, vous n'avez plus accès au programme de recherche, vous n'avez plus accès au poste, vous n'avez plus accès à rien parce qu'il faut qu'on puisse vous situer dans des mots-clés, dans des petites cases, etc. Donc il y a tout un discours autour de la transdisciplinarité qui, pour le moment, ne correspond à rien ou à très peu de choses, que ce soit au niveau de la recherche ou au niveau de l'enseignement. Et donc, il y a probablement beaucoup de choses à apprendre de ces démarches dites collaboratives, contributives. Après, il y a tout un travail là aussi très fin à faire sur les termes utilisés, sur les références philosophiques, artistiques qui sont mobilisées, mais il y a certainement tout un tas de choses à apprendre qui viennent de ces démarches et de toute l'histoire de ces démarches. Donc, une histoire qui a commencé à la fin du 19e siècle, si on veut, mais dans l'histoire la plus récente, celle qui a commencé dans les années 70 et dont on voit une certaine résurgence ces temps-ci. Et notamment, je pense qu'une des sources les plus intéressantes avec lesquelles travailler en ce moment, mis à part Lefebvre et les auteurs qu'on a cités, c'est Tim Ingold, qui, étant anthropologue, mais anthropologue qui a travaillé longtemps dans des écoles d'architecture, d'art, etc., qui effectivement s'est engagé à fond dans la mise en place de démarches pédagogiques novatrices, les a également théorisées
et à théoriser effectivement la manière dont des approches différentes du faire qui essayent de dépasser notamment l'opposition tout à fait artificielle entre faire et penser d'une certaine manière, qui devrait être totalement dépassée dans les écoles d'architecture et d'art, mais qui ne l'est pas du tout, peut aider à concevoir des nouvelles formes de pédagogie. Voilà. Eh bien, merci Manoula. Donc ça lance de manière c'est une très bonne introduction. Le débat. Bah, à toi, okay, Mathieu. Je vais essayer, on m'a demandé de faire très court, je vais essayer de faire un petit quart d'heure, on va dire ça, un quart d'heure, 20 minutes maximum, pour qu'on ait une petite demi-heure au moins de discussion. D'autant qu'en plus, genre, je ne sais pas s'il y a des étudiants qui étaient la semaine intensive d'art cette année, je ne pense pas avoir ici, peut-être quelqu'un? Non? Oui? Tant mieux. Alors, vous avez peut-être vu l'exposition dans le hall. Je vous présente rapidement donc 4 des ateliers qui ont été, on va dire, fléchés cette année sur la semaine intensive autour justement de cette question du droit à la ville. On va commencer par le mien parce que c'est plus simple, qui s'appelait Forme légère pour façade aveugle. Je vous ai mis le petit texte de présentation, je ne vais pas le lire. En gros, je pourrais revenir dessus tout à l'heure si vous le voulez, mais en gros, à chaque fois, le principe de la semaine intensive d'art, c'est d'inviter donc des artistes, qui peuvent être aussi d'ailleurs des artistes architectes, et ainsi de suite. Pas forcément que des plasticiens, ça peut être aussi des illustrateurs, des sculpteurs, en fait, amener une proposition qui soit en phase avec leur démarche et finalement à ouvrir leur processus créatif aux étudiants pour qu'ils puissent justement utiliser d'autres outils que ceux de l'architecture et développer une pensée aussi par la pratique. Donc là, la proposition en question s'appelait donc Forme légère pour façade aveugle. Elle consistait dans un premier temps en fait à travailler à partir de mon propre travail. À chaque fois, je vais vous présenter très, très succinctement le contexte, qu'est-ce qui se passe dans ma pratique et comment est-ce que c'est transposé en fait dans le cadre de l'atelier. Donc là en fait c'est une proposition que je fais fréquemment depuis une dizaine d'années, qui est de créer en fait des formulaires d'enquête urbaine, mais j'appelle des enquêtes sensibles, des audits sensibles, une forme d'expertise d'usage sensible. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des formes de données qui vont être récoltées, mais autour de critères qui ne sont pas du tout des critères qui seraient ceux de l'urbanisme traditionnel, par exemple. Et donc là, par exemple, c'est avec un lycée à Dole, où je leur ai fait repérer sur une section qui allait en fait de leur lycée au centre-ville, donc qui était quasiment une rue toute droite de 2 km, la densité de mobilier urbain et la présence de textes. Voilà. Et le principe, à partir donc de ce relevé qui était fait voilà, par segment, c'était de produire une forme de restitution, donc là qui prenait la forme d'un autocollant. Et comme vous le voyez, vous avez la typologie de mobilier urbain qui est classée en fait non pas par taille, mais justement par densité. Donc évidemment, on est en France, donc vous constatez la densité proéminente de potelets. Et de l'autre côté, vous aviez donc rue pair, numéro pair, numéro impair, une juxtaposition comme ça du cheminement avec le texte qui fait une espèce de poésie, donc avec différents registres évidemment de langage. Vous comprenez qu'il y aurait pu avoir 10 formes qui ressortaient des données collectées. L'idée, c'est justement d'en produire une que je dirais sensible, justement, qui ne soit pas liée uniquement à la question numérique, mais plutôt à la question de l'imaginaire. Une deuxième proposition, à partir de laquelle j'ai articulé mon atelier, qui s'appelle Paper Tiger, c'est en fait qui prend pour appui en fait ce type d'œuvres qui ont été construites, on va dire, dans les années 50, enfin à partir des années 40, 50, post-seconde guerre mondiale jusque dans les années 60, avec les logements collectifs, des formes de commandes privées ou publiques, parfois à des artistes oubliés. Il y a notamment, il y a des artistes qui travaillent justement sur une espèce de mémoire de ces formes graphiques décoratives, ornementales qu'on trouve donc sur des façades aveugles de logements collectifs. C'est une proposition qui prend appui évidemment aussi sur d'autres formes de communication visuelle qui sont justement ces types d'affichage avec du papier A4 ou par exemple ce système graphique en post-it qui a donc du coup beaucoup circulé, beaucoup été repris. Et donc cette proposition s'appelle Paper Tigers. Je ne vais pas vous détailler le contexte, je vous explique juste le principe. C'est en fait une collection de notices d'œuvres
graphique à réaliser avec du papier A4, des ramettes de papier A4 coloré. Donc en fait, vous avez à chaque fois la notice qui est présentée avec le motif, et ensuite vous avez un petit mode d'emploi avec une échelle, les modules et ainsi de suite, et qui permet ensuite de réaliser, enfin voilà, l'ensemble étant téléchargeable sur un site internet, vous permet ensuite de réaliser en fait un collage dans l'espace urbain, ou pourquoi pas chez vous si vous le voulez. Donc là, j'ai pris comme exemple la réalisation de Vincent plus Feria, un duo d'artistes franco-vénézuéliens, qui donc a été activé dans le quartier de Haute-Pierre en partenariat avec le syndicat Potentiel et Horizome, qui est une association qui travaille sur Haute-Pierre. Donc là, vous avez en fait une juxtaposition de plusieurs propositions d'artistes différents. Je ne détaillerai pas, encore une fois, on aura l'occasion d'en discuter plus tard si ça vous intéresse. Dans le contexte qui nous intéresse de la semaine intensive d'art, j'ai proposé en fait aux étudiants d'aller sur 3 quartiers, on va dire, de la périphérie. Enfin, c'est assez difficile d'aller dans la périphérie de Strasbourg, c'est quand même assez ténu. Donc on a été sur Esplanade, et on a rencontré à chaque fois un habitant ou quelqu'un qui pratiquait, en tout cas dans le quartier. Donc là, vous avez Liliana Mundarain, qui est architecte vénézuélienne, justement. Là, vous avez Marion Berton qui bosse à l'association Horizome dans le quartier Haute-Pierre. Et là, vous avez Arthur Poutigna de la semencerie. Donc à chaque fois, l'idée, c'était que chacun introduise le quartier, enfin voilà, l'histoire, ce qu'il en connaissait, sa pratique. Voilà. Et à partir de là, en fait, j'ai proposé donc aux étudiants de s'appuyer sur un corpus que j'avais rassemblé d'éditions, d'enquêtes urbaines pour concevoir leurs propres enquêtes, donc qui sont allés faire chaque groupe dans les 3 quartiers. Voilà, donc là c'est juste les enquêtes que j'ai prises en photo très rapidement, hein. C'est juste indiciel. Et dans un second temps, de concevoir un motif graphique sur le principe de Paper Tigers, donc ce projet avec les notices d'œuvres dont je vous parlais. Voilà, donc ça c'est la restitution. Vous avez l'ensemble des enquêtes qui est proposé ici et l'ensemble des notices qui est proposé là. Je ne vais pas détailler, hein. Le principe c'est que vous verrez tout ça dans l'exposition, c'est vraiment une présentation transversale. Donc voilà, 13 enquêtes urbaines sur l'usage sensible de la ville, avec un petit détail. 8 prototypes de notices pour la collection Paper Tigers, voilà, avec un petit détail. Et ensuite les réalisations que vous avez probablement croisées, donc du coup avec cette espèce de petit personnage, donc, qui pourrait être une scale figure qu'on retrouve dans les plans d'architecture, qui pourrait rappeler le modular de Le Corbusier aussi, si on veut. Vous avez cette proposition lire entre les lignes où on a une espèce de rébus dont je ne vous donnerai pas la solution si vous ne l'avez pas trouvé dans le temps, mais on pourra en discuter aussi. Et enfin, une troisième proposition qui était l'intégration de pics à pigeons et de pigeons en fait, dans les espaces architecturés, et qui est pour moi la proposition évidemment que je retiens parce qu'elle dialogue aussi avec le bâtiment et elle renverse un peu le propos de l'architecte. Enfin bref, on pourra en discuter aussi. Deuxième workshop de Antonio Gallego, avec Béranger Béguin, qui est en fait une proposition qui s'appelle Tracteur, qui travaille autour du tract depuis 1995. Donc le tract, vous savez, le tract politique, mais ça peut être aujourd'hui aussi le tract publicitaire, peut-être même plus que le tract politique, sauf en ce moment. Et donc du coup, il y a eu c'était la 20e édition de Tracteur, donc c'est une proposition collaborative où des artistes, des étudiants sont invités à créer des tracts et à les diffuser dans l'espace public. Voilà, donc je vous en montre quelques-uns. Donc c'est une édition, donc c'est pareil, vous retrouverez tout ceci dans l'exposition justement Capter la ville au syndicat Potentiel. Je passe assez vite. Hein. Tac. Hop. Et donc à l'issue d'un atelier qui se déroulait sur plusieurs jours avec plusieurs étapes, un choix de thématique évidemment qui, pour le coup, je dis évidemment, en tout cas le groupe a choisi l'environnement et la notion de vertige. A amené chacun à produire dans un premier temps graphiquement au pinceau, puis ensuite avec l'usage de l'outil numérique quand il le fallait, des tracts qui donc ont été distribués en 500 exemplaires dans l'espace public. Je passe pareil très vite, ils ont été en diffusion dans le hall. Alors ce qui est intéressant aussi dans ce type de proposition, c'est qu'il y a plein de registres de discours, autant graphiques, de niveaux, certains sont contradictoires, et c'est vraiment aussi la question non pas juste de la production graphique, mais bien de la diffusion dans l'espace public et d'assumer sa proposition et de se retrouver finalement en tant que citoyen en interaction avec les passants, questionnés sur justement une forme sans message équivoque, on va dire ça comme ça.
Voilà, et distribué en dos en étalage. Et puis juste un petit parasitage de nos camarades architectes qui avaient été déposés, enfin organisé les maquettes dans le hall, ce qui n'était pas prévu. Et du coup, Antonio et ses étudiants ont été comment dire, transformés en fait, ces bâtiments en bâtiments manifestants. Je trouve que c'est une très bonne réappropriation, une très bonne conversation en fait, aussi entre l'architecture et les propositions interstitielles comme tracteurs. On continue avec la ville-surveillance de Thomas Lasboig. Donc Thomas est quelqu'un qui travaille beaucoup sur le rapport aux technologies numériques et à leur mésusage, on va dire ça comme ça, notamment la notion de surveillance. Donc vous n'êtes peut-être pas familier, mais qu'en fait l'idée de surveiller les surveillants, voilà, ou de sous-veiller les surveillants, c'est-à-dire que si la surveillance surplombe, la surveillance regarde d'en dessous, voilà. Et enfin, évidemment, tout ce vocabulaire peut vous rappeler des choses sur la question des lanceurs d'alerte et ainsi de suite. Qui sont particulièrement d'actualité ces jours-ci. Et là, donc, vous avez un petit appareil qui est en fait un appareil, un capteur HF qui permet de récupérer les signaux des caméras de vidéosurveillance. Et le principe, c'est que Thomas organise des balades, donc des fois sous forme de performance, des fois dans le quotidien, pour capter les signaux des caméras. Donc là, c'est à Rennes en 2014, si je me souviens bien, à Place Sainte-Anne, en pleine réfection, et ainsi de suite. Voilà, là c'est à Strasbourg, une balade avec Cynthia Montier qui est aussi artiste. Donc vous voyez plusieurs, enfin voilà, la manière dont en fait en voiture il va se balader, il va aller capter les signaux. Là la proposition en fait c'était d'utiliser, voilà c'est le logo, la ville surveillance, c'était d'utiliser les caméras en question comme un espèce de dispositif, comme un plateau de tournage, c'est-à-dire que les caméras sont en place et en fait si on réalise une action et qu'on peut capter le flux, ça permet en fait de construire une espèce de forme de narration. Enfin, évidemment, on s'adresse aux surveillants, mais aussi ces caméras, elles sont pas toujours regardées. Donc l'idée, c'était d'utiliser les caméras en plus de récupérer du signal comme un moyen d'interagir. Et puis au-delà de ça, même aussi d'aller rajouter soi-même des dispositifs de captation temporaires, performatifs. Vous allez voir quelques images. Donc là, évidemment, une première phase de repérage sur des miroirs, des caméras, des formes de surveillance existantes, des formes de signalétique. Enfin voilà, une balade dans un magasin, quelque chose d'assez classique. Ensuite, vous voyez une installation, enfin, un espèce de petit dispositif avec des mini-caméras sur des pics, enfin des pics, des tiges, voilà, pour pouvoir dialoguer aussi avec les captations ou faire des hors-champs, on va dire ça comme ça. Une interaction avec un ouvrier, donc je continue. La planification justement de cette espèce de dimension de balade performative pour aller collecter ces informations qui donne à la fin une forme polyécran avec tout un espèce de petit principe d'enquête, un site internet. Vous verrez tout ça au syndicat potentiel, pareil. Bon, j'ai des petits extraits, pareil, peut-être que je les passerai tout à l'heure. Tac. Voilà. Et la dernière proposition, Fictional Architecture d'Emma Cozzani, qui est une proposition en fait autour de la lecture en fait. Vous savez, ça vous arrive peut-être encore d'ouvrir un livre et peut-être de le lire dans les transports en commun et l'espace public. Et en fait, elle, ce qui l'intéressait, c'était que les descriptions dans les livres, justement, sont toujours parcellaires et au service du récit. Et elle s'est intéressée à une collecte comme ça. Comment est-ce qu'une description produit de l'imaginaire? Et finalement, comment est-ce que l'architecte pourrait le repenser et recréer à partir de ça, au lieu justement de bâtir la ville, de construire de l'imaginaire. Donc, en gros, ces tentatives, elle avait fait plusieurs tentatives, donc du coup de dessin, de modélisation, d'impression, et elle a proposé en fait aux étudiants de repartir sur le même protocole et cette fois-ci d'extrapoler complètement, donc à partir d'une série de romans et de textes, elle avait composé un corpus. Donc évidemment par le travail de dessin dans un premier temps, puis après par un travail de modélisation, un travail d'impression 3D, donc avec beaucoup plus d'expérimentation, pas forcément l'idée d'un rendu technologique, mais plutôt justement d'aller chercher de l'accident et de la matière, des tentatives avec de l'autocollant, comment dire, un déploiement d'un espace dans la perspective d'une performance, une forme de récit avec un dessin en rotoscopie, et tout ça. Donc là, je vous montre les résultats, juste des extraits, pareil, qui seront pour une partie présentés au syndicat potentiel. Donc là, on a vraiment un récit qui a été reconstruit à partir de la description et du dessin en train de se faire. Là, on a une partition de performance, donc voilà, qui a été posée sur le sol avec justement le déploiement, qui faisait office de notice de protocole pour la performance, un motif en collage, et donc voilà, des détails des impressions, et après des vidéos de modélisation et de balades à l'intérieur de ces modélisations, et je vais peut-être en fait tout bonnement m'arrêter là. Voilà, ça je le mettrai après.
Et je pense qu'on peut enchaîner tout de suite sur la discussion parce que j'ai mis un quart d'heure. Parfait. Je vous mets en fond les vidéos. Oui, c'est des petits extraits. Alors, il y a un micro que je peux faire passer si vous avez des questions, mais je ne sais pas, peut-être que déjà on peut rebondir entre nous avant de passer la parole. Tu veux modérer? Je peux modérer, je peux passer la parole, mais si tu as envie de réagir, là, peut-être d'abord... moi, je voulais réagir à la proposition que tu évoquais en dernier, c'est-à-dire cette idée de comment on construit un imaginaire en passant par l'écriture. Ce qu'on a pu constater cette année à partir du travail d'un étudiant de l'école qui ensuite est allé faire un doctorat ailleurs parce que là, on ne comprenait pas trop ce qu'il faisait. Mais il avait mené un travail tout à fait passionnant sur l'espace textuel et l'espace de l'architecture, qui n'était pas simplement du genre très classique, c'est-à-dire on va chercher les auteurs qui parlent d'architecture, Pérec, Calvino, etc. Mais c'était vraiment comment... Il avait fait un mémoire qui était décomposé en 3 parties. Une partie, c'était un récit de son séjour à Tokyo. Une partie, c'était une réflexion sur l'espace et l'écriture. Donc... il y a tout un travail et on s'est rendu compte, parce que son mémoire a été primé par la Maison des architectes, et on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup d'autres qui travaillaient sur ces questions et qu'il y a en ce moment un nombre incalculable de colloques, publications, etc., qui revient sur ces questions des tensions entre l'espace textuel, l'espace de l'écriture et l'espace architectural. C'est comme si on essayait de se réapproprier l'espace par toutes sortes de moyens. Donc ça peut être le son, ça peut être la danse. Il y a plein de collègues qui mènent des expériences pédagogiques dans les écoles d'architecture autour du son, de la danse, de la spatialité inscrite dans d'autres arts. Mais comme s'il y avait... effectivement un désir d'appropriation de l'espace architectural par d'autres moyens, tout comme dans la ville, il y a un désir de réappropriation des espaces urbains parce que c'est de plus en plus difficile de se réapproprier quoi que ce soit, dans le sens que tout est balisé, que ce soit par la police ou par les caméras, etc. etc. Donc vraiment une recherche de démarches interstitielles, ou très concrètes, construire des tiers-lieux, etc., marcher, comme c'est le cas de Francesco, ou sinon, effectivement, en allant chercher du côté de l'imaginaire, en traitant ce lien entre écriture et architecture de façon nouvelle, pas simplement comment les architectes évoquent, les écrivains évoquent l'architecture, et même pas comme la question classique, comment on fait de la critique en architecture, mais vraiment comment on peut naviguer entre les deux espaces, l'espace textuel et l'espace architectural. C'est assez intéressant que tu parles de ça, justement, sur ce rapport à l'écriture, parce que justement, enfin, au-delà de ma propre pratique, la question de capter la ville, c'est justement s'intéresser aux interstices et à toutes les formes qui sont invisibilisées ou détruites. Et du coup, à cette notion d'urbanité qui est en fait souvent au service d'un discours sur le bâti, qui serait justement une bonne illustration. On pense à ces préfigurations des architectes et souvent dans les projets urbains culturels et artistiques où en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois, dans la journée d'études, on s'était retrouvé en 2015 à Besançon, justement, il y avait un projet artistique street art et l'intervenant montrait comment c'était super avec le projet urbain. On voyait les cyclistes, en fait, on retrouvait les images archétypales qu'on voyait justement d'habitude dans les panneaux d'architecture, et pour lui, c'était le signe de la réussite du projet d'intégration, alors qu'en fait, la plupart des gens qui étaient dans la salle, artistes et ainsi de suite, travaillaient plutôt sur toutes ces pratiques qui échappent à ce cadrage et tous les débordements. Et je ne sais pas si vous êtes déjà allé par curiosité en tant que jeunes architectes dans les bases de données que vous pouvez trouver, notamment qui sont des bases de données nourries beaucoup par l'Europe de l'Est, où ils utilisent encore pas mal aussi AutoCAD et ainsi de suite. Mais il y a tout un champ lexical des pratiques marginales de l'espace urbain, évidemment, que vous ne retrouverez pas dans vos plans d'architecture, mais qui, par jeu d'exercice, à mon avis, sont nourris
Et je pense que c'est vraiment une question, cette question de l'interstice, du lâcher-prise, de la perte de contrôle, qui est au centre d'une nouvelle conception de l'urbanisme, qui ne soit pas croissant, justement. Et moi, je trouve assez pénible, c'est assez triste, surtout triste pour les étudiants, hein, parce que nous, à la limite, on essaie de faire ce qu'on peut dans les interstices qu'on nous laisse, mais je trouve très triste pour les étudiants qu'il y ait ce décalage que je trouve énorme, voire croissant, entre la pédagogie en école d'architecture et la manière que cette nouvelle génération a de percevoir l'espace, de percevoir l'architecture, etc., ils ne rêvent pas tous d'être en agence à dessiner des résidences secondaires pour des riches architectes parisiens. Ils ont d'autres manières de percevoir qui se retranscrivent très très peu dans l'enseignement, sauf effectivement quand il y a une présence forte de l'enseignement des arts plastiques. Mais on le fait, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais souvent c'est comme si c'était séparé. Il y a l'enseignement du projet d'une part, qui est un truc assez sérieux, costaud comme il faut, et de l'autre, il y a des initiatives un peu loufoques avec des artistes qui doivent réveiller l'imaginaire. Par contre, essayer de voir comment les choses se compénètrent de façon plus profonde, ça me paraîtrait tout à fait intéressant. Je pense que c'est en train de se mettre en place. Ça a sûrement déjà été d'une manière, parce que je sais que, avoir entendu parler de Laurent Reynès faisant une intervention, mais de ce que j'ai compris, c'est aussi une volonté de la part des architectes dans les projets. Par exemple, moi j'interviens sur le projet de fin d'année en ce moment. J'avais une vingtaine d'heures de suivi comme ça. Et c'est des ouvertures qui ont été posées. Et je pense que ça a été assez salutaire pour pas mal d'étudiants, parce que, à un moment, quand un étudiant remplit tous les critères techniques qui lui sont demandés pour son diplôme, c'était le cas. Aujourd'hui, il y avait deux étudiants qui bossaient sur un centre d'accueil d'enfants autistes, et ils étaient focalisés sur l'étude qu'ils avaient faite, mais en fait, ils oubliaient à un moment de revenir à la sensibilité dans le rapport à l'architecture. C'est que ça devenait complètement fonctionnel, alors qu'ils étaient partis de manière assez sensible à la base, à essayer d'emprunter ou de saisir ce que ça voulait dire la sensibilité d'un autiste, ou de plusieurs en tout cas, de réfléchir là-dessus. Et c'est vrai que justement, moi, mon rôle a été de leur ramener quelque chose de sensible, en leur disant mais lâchez votre fonctionnalisme ou votre cahier des charges et faites-vous plaisir en tant qu'architecte, explosez complètement votre plan. Il y a plein de choses que vous pouvez faire bouger, que vous n'avez pas fait bouger, parce que vous en tenez à un concept, mais pensez à la manière dont vous aimeriez aussi pratiquer cet espace. Donc, c'est vrai que la notion de plaisir dans l'architecture, c'est toujours une source de conflit parfois. Alors peut-être que la salle a envie de réagir, parce qu'on ne va pas rester dans un entre-soi, comment dire... Entre-soi. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense à certains parmi vous qui sont déjà diplômés, je pense à toi, Florent, et qui avaient une pratique à la fois, normée en agence, et puis d'autre part, vous avez des pratiques collectives, associatives qui sont assez intéressantes et qui cherchent justement à faire glisser certains cadres ou qui essayent de faire du projet autrement au moins. Après, je pense que c'est intéressant peut-être que tu en parles, parce que c'est quelque chose que j'ai vu, dont j'ai vu que ça prenait de plus en plus d'importance dans vos collaborations. Peut-être juste allumer. Oui, non, mais vas-y, tu Je rallume la lumière. Vous m'entendez? Ouais. On essaye d'avoir des pratiques un peu collectives. En fait, moi, ce que je trouve, il y avait une intervention tout à l'heure que je trouvais intéressante, c'était sur la question de la forme et on retrouve aujourd'hui beaucoup, que ce soit moi le premier dans ma pratique, dans nos pratiques, et dans ce qu'on peut voir, ce qui produit beaucoup de réinterprétation de tout ce qui a pu sortir du postmodernisme, de tout ce qui a pu sortir de toutes ces formes-là, qui ont été un peu post-architecture radicale, et dont on a un peu perdu le sens, et c'est pas faux. Il y a le fond qui ont fait émerger ces formes-là, est peut-être plus difficile à saisir aujourd'hui, parce que probablement moins clair. Mais moi, ce que je trouve très difficile et
et que permet des pratiques un peu alternatives, c'est une sorte de liberté sur la question de la forme et d'arriver à dépasser. J'ai en tête, par exemple, c'est les projets de Super Studio, le monument continu. Il y a dans la rigueur de ce dessin-là, il y a une liberté dans la façon de projeter et dans la façon de se remettre en question et dans la façon de remettre en question des acquis disciplinaires, des façons de travailler, des méthodes, des outils. Et pour moi, les pratiques qui peuvent être alternatives, pour moi, elles sont déjà nécessairement collectives. C'est très difficile, je pense, de les faire émerger seuls, peu importe qui. Et enfin, le Super Studio, par exemple, les pratiques individuelles qui ont suivi derrière, ce qu'avait fait le collectif, c'était plus compliqué. C'est ça que j'allais vous dire, que c'est effectivement, une fois que le collectif a été dissous, ils sont devenus d'abord des mandarins au niveau universitaire, ce qu'ils voulaient être tous au départ. Et mis à part quelques figures comme Ugo Lapietra, Gianni Pette, Naki, ont été toujours un peu entre l'art, la performance et l'architecture et qui continuent sur leur lancée. Les autres, maintenant, ils dessinent des monstrueuses, justement, résidences secondaires dans la campagne toscane pour les riches. Donc, il faut pas les regarder ce qu'ils sont devenus, hein, parce que c'est triste. La vieillesse, c'est un naufrage. Et, non, mais effectivement, vous avez raison, c'est qu'il y a moi, je pense qu'il y a quelque chose de très important qui se joue autour de... Ça paraît comme ça un bateau, une tarte à la crème. Par contre, à force de le pratiquer tous les jours, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important parce que moi, je ne le pratique pas en tant qu'architecte. Je ne sais rien faire, je suis nulle. Hein. Je parle du faire, mais je ne sais rien faire. Mais par contre, je le pratique au niveau de la recherche. Et Alexandra pourra témoigner pour moi à quel point c'est difficile. Parce que surtout dans nos disciplines, la philosophie, etc., l'idée c'est que vous travaillez tout seul, enfermé dans un bureau, qu'il faut que votre nom apparaisse dans tout le maximum de publications, etc. Ne fût-ce que pour des questions d'évaluation universitaire qui sont de plus en plus contraignantes. Donc c'est très difficile de le faire, c'est-à-dire de dire, comme on est en train de faire maintenant, on va publier... un dossier de revue dans lequel on est 3 philosophes, 4 assistants sociaux d'Aurore, etc., parce qu'après, ils ne savent pas comment ça va être évalué par le HCRS. Et c'est très difficile, mais ça change tout, parce que quand on va travailler sur des objets sur des terrains aussi complexes que la ville ou l'architecture telle qu'elle devient aujourd'hui, etc., je pense qu'il est impossible de produire des choses intéressantes tout seul. Donc, cette histoire du collectif qui paraît un peu... je pense que ça vaut aussi pour les artistes. Hein. En général, quand vous avez l'artiste qui fait ces trucs de galerie, ça devient, ou purement institutionnel, ça devient de moins en moins intéressant parce qu'on a des objets à saisir qui ont une complexité croissante et donc personne ne peut les saisir tout seul, encore moins le philosophe qui viendrait surplomber et expliquer aux architectes, aux artistes, aux designers ce qu'ils sont en train de faire. Et quelque chose d'aussi évident, en gros, est extrêmement difficile à tenir dans la pratique quotidienne. Parce que les philosophes, ils te disent qu'est-ce que tu vas faire avec des architectes. Qu'est-ce que les architectes, ils t'accusent de vouloir venir leur expliquer ce qu'ils sont censés faire. Ça se passe beaucoup mieux et de façon beaucoup plus facile avec les artistes en général, parce qu'on arrive à travailler, on n'est pas là en train de se demander qui fait quoi, qui est dans une position... Mais effectivement, là, je pense que vous soulignez les aspects effectivement de cet héritage, ces héritages il y a qui sont importants. C'est effectivement cette liberté. Le monument continu me paraît vraiment un exemple exceptionnel parce que vous avez à la fois des formes extrêmement traditionnelles de l'histoire de l'architecture à laquelle ils étaient tous extrêmement liés et des projections futuristes auxquelles ils étaient extrêmement liés eux-mêmes. Et ça a permis... après, vous me direz, ils n'ont rien construit. Non, ils n'ont rien construit, c'est vrai. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème aussi. Hein. C'est-à-dire, comme dans les architectes qui occupent les tiers-lieux, etc., quand vous allez voir la réalité de leur production, vous vous confrontez à la fameuse esthétique des palettes, qui n'est pas le top de la forme architecturale. Donc là aussi, il y a un problème. C'est-à-dire que vous soyez dans un lieu en tant qu'architecte et pas en tant que simple habitant,
ça devrait changer quelque chose de formel, dans la forme. Or, moi, je vois la palette qui règne souveraine partout. Ça, c'est aussi un problème qui serait intéressant d'affronter en école d'architecture. Pourquoi la palette? Pourquoi on n'arrive pas à sortir de cette esthétique de la palette? C'est sûrement par un choix aussi écologique de réduction des moyens, recyclage de matériaux, etc. Mais je ne pense pas qu'on doive comme ça se résigner à la fatalité, que quand on est dans la sobriété des matériaux, on est aussi dans la pauvreté de la forme. Je pense qu'il y aurait plein d'autres choses à faire. J'espère, moi. Bah, du coup, je pense... Oui, vas-y. Bonsoir. En fait, il y a plusieurs points qui m'intéressent énormément et que je voudrais peut-être aborder. Pourquoi la ville, pourquoi on a besoin de se réapproprier la ville par l'art ou par d'autres moyens? Moi, je viens de la campagne, personnellement, à Strasbourg depuis 30 ans. La question le point que je trouve, c'est que le développement des villes, des quartiers quels qu'ils soient, depuis 10 ans, a pris une importance énorme. Prenons Strasbourg, pour bien le connaître, prenons plein d'autres villes, où on voit que la population va être quasiment doublée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de périphérie ouverte. C'est-à-dire qu'à un moment, vous étiez dans une ville qui avait ses limites, mais vous aviez des rues qui partaient dans le vide, rejointes d'un autre quartier. Tout se mélange. Et donc, je pense qu'en tant que urbaine, mais qui vient d'origine de grands espaces montagneux, collines, ces horizons, je ne les retrouve plus. Même dans le quartier où j'habite depuis 30 ans. Je ne les trouve plus, je me sens enfermée. Donc là-dessus, je vous rejoins, qu'on a besoin de retrouver des espaces. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'art ou du paysage ou de l'intervention du citoyen. En fait, on se sent quand même enfermé. Après, dans l'enseignement... Donc, dans l'enseignement, pour enseigner le projet ici, je me rends compte aussi que l'enseignement, alors je ne vais rien apporter de bien, de solution, mais je trouve que dans l'enseignement, je suis architecte, l'enseignement, moi j'ai mis 8 ans pour faire mes études. Je trouve que l'enseignement, il va vite sur le système bachelor, master. J'ai pas compris, moi j'avais signé pour 7 ans à l'époque, 7 ans d'enseignement, après 6, après je sais plus quoi. Voilà, donc j'ai mis 10 ans en fait pour faire mes études, me chercher, me trouver. Donc ça veut dire aussi que cet enseignement de l'art, de la sociologie, moi j'étais de la sociologie, anthropologie, j'ai fait de l'ethnologie, j'ai fait de l'archéologie. En fait, je me suis cherchée et je pense que c'est peut-être aussi une richesse, et je dis pas que je travaille avec l'art dans mes bâtiments, mais c'est une richesse qui m'a portée, qui m'a fait, et plein d'autres évidemment architectes qui ont leur parcours. Je trouve que l'enseignement va trop vite. Et l'enseignement qu'on porte, moi je le fais en L1, en L3, en PFE, je suis un peu partout, avec des FPC aussi, les formations continues. L'enseignement, il va trop vite et on n'a pas le temps, on n'a plus le temps d'apprendre et on n'a plus le temps de chercher. La recherche est pour moi L1, on le dit en L1, la recherche, l'analyse, ils doivent faire des recherches sur le bâtiment. Donc, pour moi, l'enseignement va trop vite. Et tout le monde pense qu'on peut chercher des informations très rapidement, mais l'enseignement de base, de lire, on a plein de jeunes qui ne lisent pas de livres, et moi, je n'en lisais pas, mais j'ai tout découvert dans mes études, et j'ai pris le temps. C'est un point. L'autre point, en tant qu'architecte que vous avez parlé, alors il faut savoir que l'architecte, ça, c'est un très grave problème, je pense. C'est quand il arrive maintenant sur des écoquartiers, des quartiers, il a des programmes déroulés, ficelés. Et donc, j'avais par exemple une étudiante dont j'ai suivi son rapport à HMO d'habilitation, qui a travaillé sur l'architecte qui arrive trop tard. Alors, il y a l'ego des architectes. Déjà, on a vu avec Notre-Dame qu'est-ce que ça donne. Avant même qu'elle ait fini de brûler, ils ont déjà commencé de dire « mais moi, je ferai ça, mais moi, je ferai ça ». Non, mais j'ai dit un peu de décence quand même, messieurs, ou mesdames d'ailleurs, j'en sais pas, mais mes chers confrères. Franchement, c'était indécent, quoi. On a commencé de voir le lendemain des images totalement indécentes. Et pourtant, je suis pour le... Enfin, je suis pas une conservatrice, mais bon. Et donc, là, par rapport à ça, l'architecte, il arrive... privé, je ne sais pas, mais public, il arrive dans un domaine où tout est ficelé. L'art de l'architecte, je dirais, c'est de savoir s'entourer de son expérience, de sa propre sensibilité. Et c'est là qu'on voit des architectures qui vivent mieux avec l'extérieur, l'urbain,
dont l'architecture s'est appropriée, où ils ont rêvé, où ils se sont dit, je voudrais venir un soir et voir comment ma place, elle va bouger, elle va vivre. Mais là, on est quand même un peu coincé. Donc, et on le retrouve dans les programmes. En plus, la France, elle a cet art aussi, c'est de s'enfermer ces bâtiments publics dans des clôtures qui font que cette limite parcellaire, cette limite physique, autant qu'elle soit qu'un grillage, bon, bah déjà elle est franchie, souvent, moi je trouve ça bien quand les jeunes ils franchissent les clôtures, j'adore, ou quand ils taguent mon bâtiment avant qu'il soit fini, ça j'adore, parce que je me dis, ça veut dire qu'il y a quelque chose à dire, s'ils ne me le taguent pas, ça veut dire que non, soit ils l'estiment, soit ils me respectent, mais je me dis, dites des choses, parce qu'il n'est pas fini, vous avez encore le temps, on peut enlever, et puis on peut... Voilà, mais franchement... On est quand même un peu coincé. Je voudrais dire archi ou urbaniste des fois, où on est coincé dans un système qui fait que nous, les programmistes, alors les programmistes, c'est des technocrates quelque part. Les programmistes n'ont pas des architectes qui travaillent déjà dans leur programme, n'ont pas des urbanistes. Ils arrivent pour mettre en place 2 et 2, ça fait 4. 4 mètres carrés à construire à 10 000 euros, ça fait 40 000. Voilà, monsieur le maître d'ouvrage, ce que vous aurez à faire. Donc, en fait, il y a des choses à changer aussi. Enfin, à changer. Nous, on le regrette. Quand on commence à travailler sur un projet, on a un programme, on se dit, déjà, on voit tout ce qui ne va pas, avec un peu d'expérience. On se dit, ils n'ont pas compris, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'on va faire? Ils nous disent qu'il faut couper tous les arbres là parce qu'ils ont prévu de construire le bâtiment là. Mais on se dit, mais c'est débile, pourquoi on construit là alors que, je ne sais pas, les accès sont là? On se dit qu'il y a déjà quelqu'un qui a réfléchi à quelque chose, mais parfois, je ne dis pas que c'est absurde, mais je dis qu'il manque des pions pour un moment réfléchir. Et donc, quand on pose des questions, bon, voilà, marché public, si on répond à côté de la plaque, on est éliminé parce qu'on ne répond pas au sujet, mais on a pris souvent des risques aussi. Donc, je dis que, voilà, tout le système peut faire... Donc, il y a plein d'interventions d'architectes avec des artistes, d'architectes avec des penseurs urbanistes. D'ailleurs, c'est souvent des grandes agences urbaines, c'est des architectes, hein, au départ, qui étaient architectes. De Villers, il était architecte, il n'était pas urbaniste. Donc, il devient architecte, c'est lui qui est l'architecte avec Pascal Richter, qui est aussi architecte de base, et qui font l'écoquartier. Mais l'écoquartier, je pense qu'ils ont travaillé avec des sociologues ou autres, mais le programme, par exemple, de l'écoquartier Danube, que je connais bien parce que je le traverse, enfin, je l'ai vu évoluer depuis 5 ans, et c'est cette faille que j'avais envie de garder, et là ils sont en train de me bétonner, et je ne m'y retrouve plus, moi, quand je rentre dans Strasbourg par cette voie, parce que c'est une voie, je ne m'y retrouve plus, quoi. Bon, mais c'est quand même des architectes qui deviennent des urbanistes, qui s'entourent de quelques personnes, mais le programme aussi, de ce quartier a été ficelé par une technocratie. Ce que vous dites, je souscris à tout, mais c'est pas que je souscris bêtement, j'espère pas bêtement, mais je pense que ce que vous dites me fait penser à un ouvrage sur lequel on est en train de travailler dans un autre contexte, mais je pense qu'il y a vraiment des points intéressants, qui est un ouvrage de Stigler. Or, moi, j'aime pas beaucoup Stigler, parce que lui aussi, il dérive vers la folie, la position de gourou, etc. Mais c'est quelqu'un qui a dit des choses importantes sur l'évolution de la technique, et donc pas seulement sur le numérique, mais aussi sur cette technocratisation du monde, si on veut, que vous décrivez par le biais des programmes des écoquartiers. Et il a écrit un livre dernièrement qui s'appelle la société automatique, hein, dans lequel il a introduit une notion qui pour moi est très précieuse, qui est celle de bêtise systémique. Bêtise systémique, ça veut dire... Non, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que, comme vous dites, le temps des études a été écourté. Ces études sont soumises à des évaluations, des trucs que je ne vous dis pas. Vous connaissez mieux que moi. Les chercheurs et les profs, ils sont tous engagés dans des tâches administratives, sont devenus des secrétaires, remplacent le personnel administratif qui n'est plus là. Donc, ça veut dire que le temps pour préparer les cours, il faut se le trouver la nuit et le dimanche si on y arrive, et sinon, on ne les prépare pas. Que la recherche se réduit effectivement à des choses purement factuelles, à remplir des formulaires pour demander des financements pour des choses qu'on n'aura plus après le temps de réfléchir vraiment parce qu'on n'y arrive pas. Donc les étudiants se retrouvent avec une formation qui est extrêmement lacunaire, hein, les pauvres, parce qu'effectivement, pour vous donner l'exemple qui est le mien, d'abord à la Villette, on se retrouve avec une stratification de cours
qui date des années 80. C'est-à-dire chaque architecte a voulu garder son cours et donc ils se sont arrivés à un stade dans lequel la HCRS a fait l'évaluation et leur a dit que ces pauvres étudiants avaient un temps de cours qui était 2 fois celui prévu par toutes les maquettes universitaires de France et de Navarre. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de refaire la maquette, mais dans leur grande intelligence, ils sont en train d'éliminer tout ce qui n'est pas cours de projet. Et déjà, il ne restait pas grand-chose. Ceci dans une école qui avait comme caractéristique, je parle au passé parce que c'est fini, une présence très forte des arts plastiques, de la sociologie, de la géographie, de la philosophie, tout éliminé. Hein? À partir de l'année prochaine, c'est fini. Ce qui fait que les étudiants sont encore moins, et donc à la fin, on est tous bêtes. Le prof est bête parce qu'il n'a pas le temps de se former, de lire, de travailler, etc., parce qu'il fait un travail de secrétariat. L'architecte est bête parce qu'il doit se conformer à un programme que quelqu'un d'autre, comme vous dites si bien, a fait à sa place. Les étudiants sont bêtes parce qu'ils n'ont pas le temps de lire, ils n'ont pas le temps de se former, ils n'ont pas sauf à prendre des années de césure, qu'ils prennent de plus en plus, et ils ont bien raison de le faire. Et donc, tout ça, c'est un système qui tourne en rond à tous les niveaux. Après, c'est que vous dites la saturation, vraiment, parce qu'en parallèle, je fais un travail avec des collègues de Lausanne sur l'idée de saturation urbaine. Comment c'est que vous évoquez, la saturation des espaces, des temps et tout. Ça, c'est dû effectivement à la spéculation immobilière folle. Dans une ville comme Paris, où le moindre mètre carré coûte 15 000 €, je veux dire, on essaie de boucher même le dernier des trous. Et j'ai remarqué une chose assez magique, hein, c'est-à-dire que j'ai fait à pied toute la partie de Paris, d'Enfer Rochereau, au 14e, où soudainement, suite à une opération de budget participatif, ils ont fait vraiment pousser les plantes, mais vraiment pas le petit pied d'arbre au bout de 3 jours, tous les champs font caca dedans et on jette les mégots, et c'est vraiment des forêts, hein, limitées, mais dans 2 kilomètres à pied, vous aviez l'impression d'être ailleurs, alors que c'était le même quartier, très quadrillé, très cher, très chic, etc. Mais vous aviez l'impression en 2 kilomètres d'être à la campagne. Très étrange, à travers une opération finalement pas incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont... Le lâcher-prise dont je parle. Le lâcher-prise. C'est-à-dire qu'ils ont simplement accepté, c'est qui pour l'esprit français est une lourde tâche, de lâcher prise, hein, c'est-à-dire, mais de lâcher prise de façon qui ne compromet rien, la spéculation immobilière qui continue autour tranquillement, mais qui change déjà l'aspect, parce qu'effectivement, comme vous dites, on a l'impression de voir quelque chose qui s'étend au-delà de l'horizon, même si l'horizon reste aussi limité. Mais moi, je pense vraiment que cette histoire est terrifiante. C'est-à-dire que c'est la mise au travail de toute la société, mais la mise au travail dans une forme beaucoup plus pernicieuse que ne l'était le travail à la chaîne. Parce que le travail à la chaîne n'engageait pas la sensibilité artistique et intellectuelle des gens. C'est-à-dire, le soir, eux, ils pouvaient encore aller au bistrot, s'ils avaient les forces, essayer d'organiser la grève. Là, le soir, vous passez 4 heures à répondre à des mails qui, théoriquement, vont au-delà de votre travail, mais que, si vous ne le faites pas, moi, j'ai 4 relances en une demi-heure. Hein. Un mail arrivé 10 minutes avant. Donc, c'est un cercle, moi qui suis juste enseignante, hein, donc, je ne sais pas, les managers, les PDG, etc., je ne sais pas ce qu'ils font, ils ont des secrétaires, vous me direz. Mais c'est absolument terrifiant. Moi, pour rencontrer mes étudiants, je reste à l'école jusqu'à 21h. C'est-à-dire, moi, je leur donne des rendez-vous à 18h, on reste là jusqu'à 21h, je fais des ateliers de doctorants nocturnes. Et donc, c'est une... Et en plus, il faut dire aussi que les écoles d'architecture et d'art ne sont plus dirigées par des architectes ou des artistes, pour la simple raison que quelqu'un qui a un travail à faire personnel, ou comme architecte, ou comme artiste, ou comme philosophe, se retrouve à devenir effectivement un rouage administratif. Donc, qui choisit de faire ce boulot? C'est des administratifs qui ont fait toute leur carrière dans la fonction publique en tant qu'administratifs, qui ne comprennent rien, ni à l'art, ni au design, ni au truc, qui comprennent juste les contraintes budgétaires qui sont de plus en plus contraintes et qui ne vont pas au-delà de leur tableau Excel. Donc ça, c'est la bêtise systémique. Et je pense que les écoles d'architecture, comme l'université, comme les écoles d'art, c'est un peu plus grave, dans le sens où, à la limite, si dans un département de philosophie, les gens deviennent débiles, à l'extérieur, on aura perdu 3 ou 4 spécialistes d'Heidegger, compte tenu de ce qu'on fait maintenant dans le département de philosophie. Ce n'est pas une grande perte pour l'humanité. Mais si on n'arrive plus à produire, entre guillemets,
des artistes ou des architectes ou des urbanistes intelligents, les conséquences vont être vraiment un peu plus graves, hein, pour la vraie vie, si j'ose dire. En fait, on se rend compte que, je pense, pour rejoindre ça, je pense que tout architecte, tout étudiant pourra travailler par rapport à sa sensibilité, avec une sensibilité de sociologue, de philosophe, de travailler. Beaucoup d'étudiants qui passent à la HMO disent « Moi, je ne vais pas me mettre tout seul, je vais travailler avec plusieurs. » Chose qui ne se faisait pas tellement avant. Je veux dire, quand je suis sortie, voilà, chacun avait son parcours, mais les études, on pouvait en plus travailler. On pouvait en plus travailler, avoir des expériences, quelles qu'elles soient. On voyageait beaucoup. Et donc, l'étudiant a changé de profil, même s'il voyage, ou certains vont faire des études à l'étranger. Ça, c'est... Voilà. Mais on se rend compte que les architectes pourront travailler. Ils ont pris conscience, cette génération a pris conscience qu'ils ne sont pas seuls et que travailler seul, ça va être compliqué. Donc, ils vont s'entourer de gens. Pas forcément dans une équipe d'ingénieurs, évidemment, mais ils vont s'entourer avec des collectifs d'artistes. Moi, ce que je regrette maintenant, finalement, en voyant un peu quand même beaucoup de quartiers, et je ne connais pas toutes les villes, bien sûr, c'est que je me rends compte que comparé à des quartiers, des villes qui se sont construites en Allemagne, j'ai fait les pays du Nord, etc., dernièrement, la Norvège, la Finlande, ce que je me rends compte, c'est que la France, on est en train quand même d'agrandir nos villes. Alors, on était à Nantes avec les étudiants dernièrement, ils prennent du temps sur leur grande île de Nantes, ils prennent du temps, ils changent de programmiste, ils revoient, ils font des expertises, ils se posent des questions. Mais on est quand même en train de bétonner. Je prends Strasbourg aussi, c'est pas du tout politique, hein, c'est un constat, ça n'a rien à voir avec la politique. Il y a des quartiers qui vont... Je me dis, mais moi qui suis architecte, qu'est-ce que vont dire mes enfants dans 20 ans quand ils vont voir comment ces quartiers vont vieillir ? Parce que là, franchement, je préfère l'esplanade que ce qu'on est en train de construire en ce moment. Alors, je vais peut-être un peu dur, hein, mais l'esplanade, effectivement, et heureusement, ils vont rien pouvoir faire, parce que s'ils pouvaient, je pense qu'ils pourraient construire encore sur les espaces verts ou sur les places, donc je me dis tant mieux. Ils vont rien pouvoir faire. Mais là, il y a une densification. Je pense que la densification, c'est pas uniquement... pour moi, c'est une densification au sol. Et la ville se densifiant au sol... Tu n'as plus de perte, tu n'as plus d'horizon, tu n'as plus de ruelles, il n'y a rien, il n'y a que des quartiers. On prend Paris, il y a des passages partout à Paris. On trouve des petites rues, on rentre dans des cours, on se dit, waouh, il y a le boulanger, il y a le tailleur, il y a le machin. Même dans la ville en construction avec des nouveaux quartiers, ils n'ont pas cette typologie intéressante de cours, de respiration, de cul-de-sac. Si on pense au quartier de la BNF... Parce que du coup, ils perdent de l'argent parce que la densité va faire que c'est le prix au mètre carré. Mais on se dit que c'est dingue. C'est-à-dire que des qualités qu'on voit dans la ville ancienne, qui est un peu dénigrée, hein, la ruelle entre deux quartiers, on la retrouve plus. Dans les quartiers actuels, on la retrouve plus. Ils ont même fait des quartiers à Haute-Pierre, tout ça, où le quartier, il est même enfermé, où les immeubles sont mis dans des clôtures. Ça veut dire qu'à un moment, c'est une grosse maison bourgeoise de 7 niveaux, et ils l'ont remis dans les clôtures. Ça veut dire qu'à un moment, personne ne peut s'approprier cet espace quelque part. Et c'est une espèce de pseudo-privatisation qui fait que je trouve que c'est même dangereux. Ça devient dangereux parce que si tu franchis ça, tu deviens comme dans une maison bourgeoise. Tu deviens le voleur, quoi. Tu viens, alors qu'en fait, c'est visuellement translucide. C'est-à-dire, ils n'ont pas mis des murs, ils n'ont mis que des grillages. Donc c'est compliqué, je ne comprends pas. Les Allemands, ils n'ont pas de clôture dans leurs écoles. Les gamins, il n'y a pas de cours fermés. Le gamin, il peut aller dehors, dedans, il mange. Il y a eu le livre de Soulière et Conquérir les rues qui était très transparent à ce niveau-là. C'était pas une grande, on peut dire que c'était pas un travail d'une grande profondeur intellectuelle, mais montrer exactement ça, hein, montrer la disparition des frontages, le statut immédiatement public de lieux qui par ailleurs auraient dû être semi-privés, semi-publics, la disparition, et comparer effectivement avec toutes les expériences en Europe du Nord, etc. Après, il faut dire qu'au niveau planétaire, la situation est terrifiante, hein, parce qu'en Chine, ils ont détruit tous leurs quartiers traditionnels qui étaient magnifiques, les Hutong, les Lilong, etc. Effectivement, dans lesquels il y avait des arbres, des trucs, c'était formidable pour faire des gratte-ciel qui durent 15 ans et qu'après ils rasent le sol et repartent parce que ça fait marcher l'économie. L'Inde est en train de devenir un truc. La dernière fois que je suis arrivée en Inde, à 10h du matin, on ne pouvait plus respirer. C'était nuit parce qu'il y a une couche de pollution
terrifiante qui fait qu'à 10 h du matin, vous avez la vague intuition que derrière il y a le soleil, mais vous ne voyez rien. Et ils sont en train de rien faire pour ça. Ils trouvent que c'est bien, c'est signe du développement de la nation, et les nouvelles villes se développent comme ça, en détruisant tout l'habitat informel qui avait une logique tout à fait... qui avait du vide, qui avait de l'intelligence, etc., etc. Donc, ce n'est pas juste un problème franco-français. Après, il y a une rigidité franco-française qui, d'après moi, va déterminer le déclin définitif de cette culture et de cette nation. On n'est plus... Je pense que l'esprit français cartésien, d'un cartésianisme mal interprété, parce que Descartes, à sa manière, était un révolutionnaire, est en train de mener ce pays à la fin finale. Je le dis avec un énorme regret, parce que moi, je suis venue exprès, donc c'est pas pour dire que... Mais c'est la fin parce que, contrairement à d'autres... pays européens, pas européens, etc., dans laquelle on arrive à trouver des interlocuteurs plus ouverts et à faire marcher les choses. Ici, il y a d'abord une formation qui est terrifiante. Parce que Macron dit qu'il faut fermer l'ENA. Il faut fermer toutes les grandes écoles. Il faut fermer tout ce système absurde, élitiste, et élitiste de façon de plus en plus reproductive. C'est même pas élitiste dans le sens qu'on produit l'excellence de l'intelligence. On reproduit vraiment des formes d'intelligence bornées. On reproduit de la bornitude. Je ne sais pas si vous avez jamais parlé avec des jeunes qui préparent le concours à l'ENA. Moi, j'en ai eu un en face à moi un jour. Je pensais qu'il avait été lobotomisé. Débile, semi-débile, peut-être il a plein de diplômes, mais il n'arrive plus à faire marcher le cerveau. Le signe de l'intelligence, c'est la flexibilité, c'est la capacité de constituer de nouvelles connexions. Le système scolaire français est en train d'amener le pays à la débâcle finale. Il faudrait que quelqu'un le dise un jour. Donc, moi, je pense que c'est-à-dire qu'il y a la bêtise systémique générale et la bêtise systémique française, particulièrement... incrusté d'une telle façon que je pense qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Ça, c'était l'élan de pessimisme du soir. Ouais. Je pense peut-être qu'on peut reposer cette question de la captation de la ville malgré tout, et de cette possibilité, je pense à Barbara qui est présente, d'essayer de montrer la possibilité de trouver des méthodes, des outils, d'attraper des choses, ce qu'on essaye de faire un peu dans nos ateliers de recherche respectifs, quand on accompagne les étudiants en mémoire en 4e et en 5e année, puis ça marche. Enfin, en tout cas, il y a des choses qui se déploient dans cette initiation à la recherche qui, pour beaucoup d'entre eux, devient vraiment précieux pour eux comme outil après de projection. Je sais que c'est vrai dans ton atelier à toi, je sais que c'est vrai pour certains de mes étudiants à moi. Donc j'avais un petit peu envie que tu parles de ça, surtout que tu as pas mal œuvré aussi dans le milieu associatif. Tu sors les étudiants de l'école pour les emmener un peu ailleurs, dans des terrains d'enquête où ils se mettent en péril, ou en tout cas où ils essayent de... Oui, effectivement. Merci Alexandra. Et donc, d'ailleurs, il y a ici des ex-étudiants que j'ai amenés à Buenos Aires, notamment. Oui, l'idée, effectivement, c'est d'opérer une tentative de transdisciplinarité, même si elle est finalement dans un temps assez court. Mais peut-être la caractéristique principale, au-delà du fait que j'amène les étudiants à avoir une approche analytique à travers quand même les enquêtes des terrains, plutôt anthropologiques, mais moi, je pense que ce que j'ai le plus envie de faire depuis quelque temps, c'est en effet les amener à avoir un regard réflexif sur leur propre pratique. Leur propre pratique à la fois d'architecte, à la fois d'enquêteur, à la fois d'intervenant dans un lieu. Et c'est pour cela que depuis quelques années, j'essaye de les amener à analyser la présence et les impacts de leur présence dans un lieu à travers des dispositifs un peu détournés, on peut les appeler performatifs, même si en tant qu'enseignante en sciences sociales, je n'ai pas la prétention de les amener vers des performances. Pour cela, je travaille souvent avec d'artistes. Voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'aller à la rencontre de leur
propre regard sur leur propre pratique à travers les regards des autres. Et ça marche plutôt bien, parce que je les pousse, mais d'une manière presque obsessive, à aller vers l'autre. Et ceci n'est pas simple, parce que souvent les étudiants, voilà, ils contemplent, ils regardent, ils ont ces démarches d'exploration sensible qui sont très bien, mais ils ont du mal à vraiment s'impliquer vis-à-vis de la rencontre. Et ça, c'est compliqué pour tout le monde d'ailleurs, hein, pas seulement pour les étudiants, c'est compliqué pour nous en tant que chercheurs. Voilà. Comment finalement on s'implique dans la rencontre et comment on respecte notre interlocuteur. L'autre caractéristique, je travaille souvent, enfin presque toujours, dans des contextes défavorisés et que donc cette altérité se double aussi d'un regard sur l'altérité socio-économique. Voilà, donc effectivement, on fait des essais, on essaye, on teste. Merci. Voilà, je m'arrêterai là. Bonsoir. Du coup, Mathilde Lefebvre, architecte et urbaniste à Strasbourg, en agence. Du coup, moi, j'ai assisté à pas mal de séminaires de Barbara à l'école. Et je pourrais dire c'est ce qui m'a un peu sauvée. Le master à Strasbourg avec différents intervenants, notamment aussi les notions de philosophie et d'architecture, où en fait on va aller chercher ailleurs ce qui peut se passer et ce qui peut aussi nous décontextualiser. J'ai fait également Erasmus en Espagne. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut encourager. Il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Il n'y a qu'à partir du moment où on va sortir un peu aussi de notre confort. Je pense que l'école nous crée un confort. Quelque part, on a petit à petit nos repères et on les perd quand on s'en va ailleurs, finalement. Et pour revenir du coup sur ce séminaire à Buenos Aires, finalement, c'était à ce moment-là où on va effectivement explorer la ville, marcher, être de simples passants, mais aussi se confronter aux gens qui vivent ces endroits, voilà, confronter les questionnements. Et c'est, je pense, cette pluridisciplinarité qu'on arrive aussi à avoir et qu'on a à l'école d'architecture de Strasbourg, il faut quand même le dire qu'elle est là, qui permet aussi de remettre en question notre pratique professionnelle et d'aller justement vers d'autres manières de faire. Enfin, moi, typiquement, si je me suis orientée vers la question de la ville et plus de l'architecture, c'est parce que je trouvais pas mon compte en fait dans l'architecture. Je voyais bien qu'il y avait une espèce de problème en fait. Enfin, désolée, hein, c'est un peu c'est une psychanalyse là. Mais ouais, en fait, est-ce qu'on peut ne pas être politisé quand on fait un acte? Je suis pas sûre en fait. Et est-ce que c'est pas ça la question aussi, c'est de voilà, juste accepter que quand on va faire quelque chose, on va s'engager, enfin, qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas. Mais de toute façon, pour prolonger ce que vous dites, moi je m'occupe beaucoup d'encadrer des mémoires, comme je pense Alexandra, et les mémoires les plus intéressants, les plus passionnants qu'on a eus, on les a eus en provenance de jeunes qui avaient passé une année en Inde, au Brésil, etc., et qui s'étaient confrontés effectivement à des situations qui les avaient obligés à déplacer le regard et donc à faire des recherches sur autre chose que les normes HQE dans la construction des écoquartiers. Que de toute façon, c'est des sujets que maintenant je refuse et je les envoie à des collègues techniciens parce que je ne suis pas pertinente, je ne suis pas compétente, ça ne m'intéresse pas. Effectivement, on voit surgir plein de questions, mais vraiment même philosophiquement passionnantes, de la part de jeunes qui ont eu des démarches ou dans le cadre de voyages Erasmus ou dans le cadre de leur propre démarche, etc., de confrontation avec des réalités socio-culturelles, urbaines, etc., très différentes de celles auxquelles ils sont normalement confrontés.
Le problème, c'est que cette interdisciplinarité ou transdisciplinarité qui existe et qui existe souvent par la volonté, le travail d'un certain nombre de professeurs, fort heureusement, il y en a dans toutes les écoles, est de plus en plus mise en question et menacée au lieu d'être encouragée. C'est ça qui est l'absurdité de la question. On sait que ça marche, on y croit que ça marche. Je voulais juste rebondir sur cette façon, vous disiez, d'amener les étudiants à la rencontre de l'autre. Il y a je trouve ça presque dommage d'avoir besoin de faire un voyage, d'avoir besoin de sortir de l'école pour être capable d'ouvrir le regard sur ce que peut apporter l'autre. Enfin, moi, il y a dans la pratique collective, il y a aussi, je trouve, et ce qui est vachement important en transdisciplinarité, mais aussi au sein d'une discipline, la capacité d'être capable de lire dans la réponse de l'autre qui est juste en face ou dans sa réaction immédiate, de lire aussi quelque chose qui peut nourrir une production personnelle et en fait de vraiment utiliser ce fait de la rencontre, ce fait de la confrontation à autrui, aussi dans le cadre vraiment d'une production ancrée et d'avoir non uniquement, entre guillemets, une étude support ensuite d'une production, mais d'avoir aussi dans le cadre de la production elle-même, un peu de façon intrinsèque, une interaction et je sais pas, quelque chose d'assez partagé. Moi, je trouve que c'est aussi dans ces moments-là qu'il y a beaucoup de choses sensibles et qui vont en fait au-delà de ce que chacun aurait pu amener. Enfin, et je trouve ça très intéressant dans le cadre de transdisciplinarité entre certaines disciplines. Et je trouve qu'on l'oublie complètement au sein même d'une discipline, et en particulier l'architecture, où il y a une sorte d'ego dans le dessin. Non, mais il faut le dire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez rare. La capacité même de travailler à deux, c'est souvent un travail à deux, mais qui est exclusif à deux et qui ne peut pas ou difficilement intégrer une troisième. Et quand c'est un travail à trois, c'est difficile d'intégrer un quatrième. En fait, il y a une question du regard posé sur le travail de l'autre et la façon dont il peut interagir avec le sien, qui je trouve mérite aussi d'être posée, peut-être même dans l'organisation de la façon dont on travaille, quoi. Oui, par exemple, c'est quelque chose que j'ai constaté. Moi, j'ai enseigné en école d'art, de design, en école d'architecture, etc. Et j'ai constaté, par exemple, que c'est une plaie des écoles d'art, hein, le fait de décider que des jeunes en première année d'art seront des grands artistes, hein, et ils se mettent dans une petite boîte personnelle dans laquelle ils ne communiquent plus avec personne, et c'est l'encouragement à la solitude du génie. D'ailleurs, du génie, il y en a très peu. Si tous les gens qui se considèrent des génies étaient tels, on serait dans une nouvelle renaissance. Ce n'est pas le cas. Et effectivement, cette chose de travailler ensemble, c'est quelque chose qui doit être aussi intégré dans la pédagogie. Qui doit être encouragé, plutôt que d'encourager tout le monde à signer son petit truc tout seul. Je pense que ça, en école d'architecture, par contre, ça commence à se faire. Vous avez raison de dire que ça va rarement au-delà du binôme. Mais moi, je vois qu'il y a quand même des dynamiques de collaboration très intenses, hein, que je trouve tout à fait de plus en plus visibles. Hein. Probablement, on est sorti de l'époque, personne ne pense plus devenir un star architecte, ou John Nouvel ne vous donne pas très envie. Et donc, il y a une démarche, même si après, ça ne se traduit pas forcément dans les diplômes, parce qu'il y a une question d'attribution à l'un à l'autre de la note, etc., etc. Mais dans le travail quotidien dans l'école, moi, je trouve que les gens travaillent beaucoup ensemble, hein, qu'il y a une dynamique de coopération qui prend de plus en plus place. Hein. Même si après, elle ne se traduit pas forcément dans les moments dans lesquels il faut faire le rendu, il faut passer son diplôme, etc., etc. Oui, bonjour. Donc,
Je voulais juste vous parler du projet que nous avons mené, Fred et moi, qui s'appelle les Jardins de Babylone de la rue de Tannes, art et végétal, sur Strasbourg. On est artiste à l'atelier du Cherche-Soleil, au Neudorf, et on a lancé il y a une année ce projet particulièrement utopique, parce que sans idée de où on va, avec qui on le fait, comment on le fait. Et il s'est construit au fil du temps, il est toujours en gestation, et là, alors on a voulu rassembler un maximum de personnes autour de nous, en allant chercher justement les habitants, les gens qui avaient envie de travailler sur ce projet-là. L'idée, enfin c'est dommage, elle est partie, cette personne-là, mais l'idée étant effectivement de sortir les ornières, sortir nos limites au sein de la rue, et d'essayer d'inventer collectivement quelque chose. Donc ça, c'est la démarche participative. On a proposé pour les riverains et autres sympathisants des soirées Rêver la rue. Et là, je voudrais parler de ça parce que vous en avez parlé tout à l'heure par rapport à ce manque d'imaginaire. Nous, on s'est retrouvés confrontés à très peu de gens disponibles pour venir imaginer, créer ensemble, comment faire. Donc on est dans ce laboratoire en fait grandeur nature, avec voilà comment amener les gens à sortir de chez eux, à venir créer ensemble au sein de l'atelier qui est immergé dans la rue. Donc passer les portes de l'atelier, venir passer un moment et puis rêver, simplement rêver. Donc on a proposé plusieurs soirées. On a trouvé quelques personnes très motivées, mais on n'a pas réussi encore à aller vraiment capter les uns et les autres pour pouvoir les faire interagir. Les confrontations sur lesquelles on a été, sur l'espace à partager, en fait, la rue avec la prépondérance des véhicules, mais l'art, la présence de l'art, jardiner la rue. Donc aujourd'hui, en fait, la rue, elle a été en partie déminéralisée sur un processus avec Strasbourg ça pousse. Donc on est au tout début et avec le budget participatif, parce qu'on on a réussi à avoir le maximum de voix. Donc on sait, même si c'est pas officiel, qu'on va être lauréat du premier budget. On va avoir un budget pour aller plus loin, peut-être pour faire une mini-forêt, mais c'est tout petit, la rue de Tannes. En fait, voilà. Donc on est dans un processus ouvert avec une alchimie encore imparfaite et à peaufiner, notamment sur les questions de présence artistique qui posent un gros problème au service culturel. Comment assurer les œuvres, comment les entretenir, qui fait quoi. Voilà, donc en fait on est dans ça depuis le début, mais donc ces questions-là, elles sont en laboratoire, mais enfin voilà, je voulais rebondir sur l'histoire de l'imaginaire parce que ça me paraît essentiel en fait sur ces questions. Non, mais ce que vous dites me fait penser au travail d'un de nos étudiants qui a été très courageux et donc il est allé se renseigner, en essayant vraiment de rencontrer des gens, etc., sur ce qu'on allait faire de l'art dans le Grand Paris. Et quand vous voyez le résultat, mais vous avez envie de vous suicider en tant qu'artiste, en tant que philosophe, en tant qu'architecte. C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu toute la mode de l'art public, etc., qui s'est réduite à 1%, etc., aux grandes boules dans les cours des collèges. Il y a eu une incapacité, là aussi, de penser à la manière d'intégrer une opération artistique non normalisée dans l'espace public. Et donc, effectivement, ça reste ça paraît des choses. L'autre jour, j'en parlais avec une dame qui a longtemps travaillé là-dessus. Elle disait maintenant, c'est passé. Non, c'est pas passé. Je veux dire, il y a une phase de l'art dans l'espace public qui s'est terminée sur un échec total, je pense, dans le sens que ils sont en train. C'est-à-dire que les municipalités, les institutions, etc., ne voient l'artiste que comme un supplément d'âme qui fait une activité de décoration. Et ils n'arrivent pas à comprendre, ou sinon comme un médiateur social, un animateur social qui fait dessiner les enfants dans les quartiers difficiles.
Pour l'instant, il n'y a pas un positionnement dans lequel on comprend que l'artiste fait l'artiste. L'artiste, il ne vient pas peindre en rose les plantes. Il ne vient pas faire la boule dans le métro ou faire l'éclairage, etc. L'artiste, il faut le laisser faire l'artiste, sinon c'est même pas la peine d'aller l'appeler. Pour l'instant, moi, je pense que ça ne marche pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est très difficile. D'où les difficultés qu'on rencontre à chaque fois qu'on essaye. Parce que si vous essayez de justifier, entre guillemets, la présence d'un artiste dans une démarche urbaine qui n'est pas contrôlée par les gens qui financent la démarche urbaine, donc qui ne consiste pas à mettre, je sais pas, des fleurs, à dessiner des fleurs sur les murs des HLM, c'est très difficile. Pour l'instant, moi, je ne vois pas de résultats très probants. Ou bien, je vois des résultats très probants d'artistes qui s'approprient l'espace public dans un geste artistique qui n'arrive pas à s'insérer dans un travail plus collectif. Je pense que c'est vraiment l'enjeu à un niveau artistique. Enfin, c'est une des réflexions, justement, c'est pas un hasard si on est au syndicat potentiel, justement, c'est une des questions qui est posée. Et je pense qu'on s'est aussi retrouvé à Bien Urbain, et il y a beaucoup en fait, de tentatives avec justement cette étiquette à urbain, street art, graffiti. Ouais. Qui vont dans le sens en fait de voir comment on peut faire, je dirais, de la dissidence, mais ça devrait pas être de la dissidence, mais pour justement imaginer d'autres formes de programmation et d'inclusion de l'art qui ne vont pas dans le sens de la conservation, mais justement de l'abandon, du lâcher prise et à tous les niveaux, c'est-à-dire y compris au niveau décisionnel. Mais on pourra en discuter à l'occasion. J'espère qu'on se recroisera au vernissage de Capter la Ville, parce que moi, c'est dans ce sens-là, j'ai réussi à travailler une fois avec la ville de Toulouse pour faire un programme dans l'espace public sans autorisation, financé par la municipalité, avec ce parachute, bon, évidemment, qui était porté par une des élus. Hein, et à un moment, il y a quelqu'un qui a pris une responsabilité, qui a dit « j'assume » si jamais il y a des débordements, mais que les services techniques viennent nettoyer si jamais il y avait un moindre souci, enfin voilà, nettoyer, désinstaller ou quoi que ce soit. Et évidemment, il n'y a eu aucun problème. Mais toute la question, c'était comment est-ce qu'on fait en sorte de faire valider au pouvoir public qu'on va être sur du lâcher-prise et pas du contrôle, quoi. Ça, c'est, je pense, un des enjeux futurs. Non, mais ça, je pense que c'est vraiment un problème. C'est un enjeu très important. Si on veut continuer et moi je pense qu'il faut continuer à dire que dans toutes les démarches qu'on a évoquées, la présence des artistes n'est pas accessoire, n'est pas décorative, n'est pas... etc. Il faut vraiment trouver la manière dont elle peut se prendre sa place, pour venir à prendre place sans être mise en boîte dès le départ. Le problème, c'est que l'art financé est un art mort. Hein. L'art non financé meurt aussi, c'est l'artiste qui meurt. Donc là, il y a quelque chose à trouver. Pour l'instant, je serais absolument incapable de dire où, comment. Je crois que ça fait une super bonne conclusion. Ton train est dans 20 minutes. Je pense qu'on va s'arrêter là. Mais si vous voulez, je pense que nous, on va peut-être boire une bière en haut pour continuer la discussion, avec plaisir. Et j'espère qu'on vous retrouvera pour la plupart au vernissage, voire même à la table ronde qui aura lieu donc à 17h ou 17h 17h, oui, c'est bien ça. Je dis pas donc à 17h au syndicat potentiel. Au syndicat potentiel, et donc dans 15 là, du jours, coup... on continue de parler de captation de la ville, on parle de projets urbains, et on essaiera de montrer comment le transdisciplinaire pourra fonctionner quand même entre sociologie, anthropologie, art, philo, architecture et questions urbaines. Merci beaucoup Manola, merci beaucoup Mathieu. Merci beaucoup Manola, merci à vous, super. cher public. Bonne soirée.